BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club avec nos trois invités, avec notamment Vincent Gann qui nous accompagne par téléphone aujourd'hui, analyste technique indépendant, Valentin Demey qui nous accompagne également en studio aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Et puis on a également le plaisir d'accueillir Pierre Morisot, cofondateur et directeur général de Waltio. Dans un instant, on fera un petit peu un point d'étape sur cet univers des cryptos. Juste avant, on va retrouver par téléphone Vincent Gann qui nous attend. Vincent, avec aujourd'hui un Bitcoin qui fait une petite pause, comme hier, comme les actifs risqués. Avant la Fed notamment. On surveille également les politiques monétaires sur le marché des crypto-monnaies. Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, je ne vais pas refaire la liste de tous les temps forts fondamentaux qui concernent le marché boursier cette semaine, vous l'avez très bien fait sur votre antenne. Mais voilà, effectivement, c'est une semaine majeure qui va avoir un impact sur les actifs risqués. Allez, pour les auditeurs qui débarquent un instant, citons simplement demain la Banque centrale américaine qui va continuer de relever ses taux, et elle n'y va pas de main morte, elle les relève très fortement. Alors voilà, ça ce sont des choses que tout à chacun peut trouver comme information. Maintenant, revenons sur le marché crypto. Il y a une déception, pourquoi? Parce que à la mi-juillet, un rebond, premier fort rebond des cours a eu lieu, premier fort rebond depuis le début de l'année, et même depuis novembre 2021. Un rebond qui a permis au marché, au cours du Bitcoin, de passer de 18 000 $ à environ 24 000 $. Et certains avaient l'espoir ce rebond puisse se développer davantage, au moins la première résistance technique, les 25 500 $, voire au-delà. Et malheureusement, il s'avère qu'à court terme, il s'agit à nouveau de ce qu'on appelle un dead cat bounce, c'est-à-dire le rebond du chat mort. Bref, un simple rebond technique sans volume qui malheureusement continue de construire la tendance baissière technique en place depuis maintenant plusieurs mois. Alors ça, c'est le premier aspect des choses. Maintenant, pour donner quelques niveaux plus précis aux auditeurs, en fait, le niveau sur lequel on se stabilise depuis quelques semaines, c'est le niveau, j'arrondis, des 20 000 $, qui est l'ex-record historique. Ce niveau-là, le marché s'apprête à le retester. C'est à peu près acquis, ce sera le troisième test en l'espace d'un mois. Il faut vraiment le préserver. En fait, si vous voulez, cette semaine, on a la réponse. Avec tous les fondamentaux qui vont tomber, soit il est brisé pour de bon. Et je vous garantis que sur le plan chartiste, il n'y a plus aucun support avant la zone des 12 000, 15 000 $. Soit le marché parvient à rebondir dessus pour la troisième fois et proposera enfin quelque chose de conséquent. Après, je suis assez réaliste lorsque je fais un peu le tour d'horizon des données, pas seulement d'action des prix, mais des données de volume, de participation. La partie semble un peu mal engagée. Et maintenant, pour le très, très court terme, un dernier niveau technique que je vous donne, qui est le niveau des 20 750 $, donc Bitcoin face au dollar américain, 20 750 $. Si ce niveau pouvait être préservé sur la séance, il y aurait encore la possibilité que le rebond de la semaine dernière ne soit pas un dead cat bounce, mais pour le moment, là, c'est mal engagé. On n'en est pas très loin quand même, 20 876 là, sur le Bitcoin. On est exactement dessus, ouais. Sur les autres crypto-monnaies, on peut regarder également l'Ethereum. Oui, alors c'est là aussi une chose à noter. Depuis 48 heures, le cours du Bitcoin surperforme à nouveau l'environnement des altes, ce qui n'est pas un indicateur d'attrait pour le risque. Donc ça, c'est plutôt une chose négative. Maintenant, effectivement, Ethereum avait largement surperformé depuis le début du mois pour un certain nombre de raisons que vous avez décrites dans l'émission, qui sont liées à Ethereum, au fameux basculement vers Ethereum 2.0. Maintenant, dans l'immédiat, Ethereum dollar sous-performe le cours du Bitcoin. Je ne serais pas surpris que le marché se replie en direction du premier support à 1250 $, qui est le premier support court terme. Et c'est la frontière chartiste qui sera testée cette semaine. Et en fonction de l'impact des fondamentaux important de la semaine sur le cours Ethereum dollar vis-à-vis de ces 1250, on aura la suite de la tendance. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je m'attends à un test du support à 1250 $. Merci beaucoup Vincent, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui par téléphone pour faire un point technique sur les crypto-monnaies. On poursuit bien sûr, on est ensemble jusqu'à 17 h en direct sur BFM Business avec nos deux invités en studio. Je rappelle Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, et également Pierre Morisot, cofondateur et directeur général de Waltio. On parlera dans un instant de votre plateforme. Juste avant, Valentin,
Si on devait revenir sur l'actualité très très riche de ces dernières semaines, de ces derniers mois sur les crypto-monnaies, il s'en est passé quand même des choses. Ces derniers mois, il s'en est passé des choses, effectivement, et on a eu l'occasion d'en discuter un paquet de fois sur ce plateau. J'ai sélectionné avec les équipes de Cryptos peut-être avec 4-5 points qu'il faudrait retenir sur cette première saison de BFM Crypto, avec évidemment l'événement qui nous a le plus marqué, qui n'était pas forcément un événement très heureux. Puis on va voir en fait que les événements qu'on a sélectionnés ne sont pas forcément très heureux tous. Le premier d'entre eux, c'était effectivement le crash de Terra Luna en mai dernier, effectivement ce fameux stablecoin qui devait suivre le prix du dollar, qui avait 20 milliards de dollars à peu près sur son protocole, qui a perdu son ancrage à 1 dollar suite à des problématiques liées à son stablecoin qui lui est propre, qui est un stablecoin algorithmique. Et ce stablecoin algorithmique a donc décroché pour aller à zéro, entraînant avec lui plus de 20 milliards de dollars et entraînant un vent de panique sur les crypto-monnaies, un vent de panique aussi sur la régulation qu'on verra tout à l'heure. Et c'est peut-être sur cette année, là, depuis le 1er janvier, l'un des points les plus noirs, si ce n'est le point le plus noir de cet écosystème. Donc c'est clairement le gros événement et il s'en est suivi très vite derrière l'événement Celsius Network, qui était cette application qui était disponible sur iOS, sur Android, sur les téléphones pour accéder à la CeDeFi, donc la finance centralisée, décentralisée, déposer ses crypto-monnaies pour obtenir des rendements, pour obtenir des prêts de manière bien plus facile que des protocoles réellement décentralisés comme AAV qui sont eux un peu plus difficiles peut-être pour le grand public. Et cette plateforme, donc Celsius Network, qui a bloqué les retraits de ses utilisateurs avant de déclarer des faillites et des problématiques bien plus intenses. Donc c'est tout le danger de ces plateformes qu'on ne peut pas vraiment auditer. Des plateformes comme Compound, comme AAV, qui proposent des services similaires mais qui sont vraiment décentralisés. On peut, avec la blockchain, vérifier ce qui s'y passe. Là, avec ce genre d'intermédiaire, c'est d'autant plus difficile. Donc c'était les deux gros points noirs. Un point peut-être un peu plus intéressant, d'ailleurs Pierre, tu l'as suivi davantage que moi, c'est la régulation MiCA, la régulation qui est arrivée en Europe, qui a pris forme, qu'on a commenté là aussi, que l'ADAN, qui représente cet écosystème, a beaucoup défendu pour pas qu'on ait des choses trop dures dans la régulation, mais c'est la première fois qu'il y a eu une uniformisation sur ces crypto-monnaies en Europe. Donc c'est quelque chose d'assez important qui là aussi était à souligner. Et puis un point plus intéressant, un point plus important, et en fait il y a plein de points, de petits cailloux blancs qui nous mènent vers peut-être la fin de ce bear market, ou en tout cas sur la suite des événements. C'est Ledger et KT qui lançaient leur fonds de 110 millions de dollars pour financer le Web3. Donc c'est quand même un signal assez fort. Ledger qui est notre fleuron français, notre grande entreprise licorne qui fournit et qui crée ces petites clés pour sécuriser ses crypto-monnaies à Vierzon, qui donc s'est associé avec KT pour lancer un fonds de 110 millions. Oui, pardon, si on veut juste revenir sur le volet de la réglementation, ça fait des semaines qu'on en parle, on va peut-être faire le point avec vous, Pierre Morizot. Pour l'instant, on en est où là sur la réglementation au niveau européen? Parce qu'il y a eu des frayeurs quand même. Je me souviens notamment au printemps sur les crypto-monnaies en Europe et sur leur avenir, ce qui a participé notamment à la baisse à un moment sur le Bitcoin, entre autres. Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce type de crash, ce type d'événement encourage en fait le régulateur à mettre en place une réglementation qui va davantage contrôler les flux, qui veut évidemment davantage beaucoup mieux surveiller les différentes opérations qui sont réalisées, que ce soit dans le monde de la finance décentralisée, mais aussi des opérations en crypto-monnaie, on va dire plus classiques. Et donc, ce projet MiCA, qui est aujourd'hui toujours en travail au sein de l'Union européenne, va davantage mettre en place donc cette surveillance et ce suivi des transactions, ce suivi des opérations, que ce soit les particuliers, les professionnels qui investissent en crypto-monnaie, mais aussi les acteurs de la crypto-monnaie. Sur les différents points qui ont été évoqués par Valentin, qui ont marqué ces dernières semaines, donc que ce soit notamment Ledger, que ce soit Celsius, que ce soit le crash de Terra, quels sont vous les points qui vous ont le plus marqué là, ces dernières semaines là, dans l'environnement crypto? Alors, il y a nous, et ce dont on regarde aussi sur un point de vue réglementaire, comme je disais, ça va impacter le futur de la réglementation, que ce soit d'un point de vue
mise en place d'outils de contrôle pour les prestataires de services en actifs numériques, donc les sociétés agréées qui sont capables de réaliser des services autour des crypto-monnaies, et aussi pour les individus, les contribuables. Et donc comme tous les ans en France, il y a aussi la loi de finances qui propose en fait un volet fiscal avec des nouvelles normes sur la fiscalité. L'année dernière, par exemple, on avait eu un des volets était la fiscalité des particuliers, la fiscalité des crypto-monnaies pour les particuliers. Et donc, nous, on espère que cette année encore, il y aura un certain nombre de propositions qui émanent des différents acteurs des crypto-monnaies, des individus qui en détiennent, mais aussi, comme le citait Valentin très bien, de la DAN, qui est donc l'association qui défend les intérêts et les acteurs et qui s'assure que les crypto-monnaies puissent, un petit peu comme le web il y a une vingtaine d'années, se développer et qu'on a le meilleur cadre réglementaire pour favoriser l'innovation. Car pour l'instant, ça donne quoi en termes de fiscalité là, sur les crypto-monnaies? C'est la flat tax, hein? Alors c'est un régime fiscal qui a été mis en place il y a 3 ans, ouais, qui est en effet assimilé à la flat tax, donc un taux d'imposition fixe de 30%. Et il y a eu donc des nouveaux services en crypto-monnaie. Tout à l'heure, on parlait de Celsius, on parlait de la DeFi, qui... dans le régime fiscal ayant été créé, pensé en 2018, mis en place le 1er janvier 2019, ces services n'existaient pas encore. Donc il y a clairement un besoin d'ajuster ce régime fiscal avec ces nouveaux services, mais il y a aussi un besoin de l'ajuster pour encourager davantage les individus à calculer, à déclarer leurs gains. Et je pense par exemple à 2 éléments. On est en ce moment dans un marché qui est relativement baissier. C'est le cycle, c'est le monde des cryptos qui est fait comme ça. Il y a des phases de forte hausse, des phases de baisse dans le monde des crypto-monnaies. Là, en fait, aujourd'hui, on ne peut toujours pas déduire une moins-value nette réalisée sur une année, ou en tout cas être capable de la reporter des gains éventuels sur les années futures. C'est typique une proposition qui pourrait en tout cas encourager les individus à détenir des crypto-monnaies, à sortir s'ils le souhaitent, et aussi être conformes avec leurs obligations fiscales. Valentin Domé, je vois que ça vous fait réagir. Oui, non, effectivement, ça peut les encourager, mais ils sont déjà très nombreux. La BCE nous annonçait il y a quelques semaines qu'ils étaient 10%. Le sondage de la DAN KPMG cofinancé par Cryptost il y a quelques mois donnait le chiffre 8% de Français qui détiennent des crypto-monnaies. Et voilà, c'est pas des sommes anecdotiques parce que une grande majorité des 10%, qui est le dernier sondage le plus récent de la Banque Centrale Européenne, détenaient plus de $10 000. Donc effectivement, c'est déjà, il y a beaucoup de gens qui sont déjà en possession de ces crypto-monnaies et à qui ça pourrait être intéressant de profiter de ces avantages. Oui, après, c'est également compliqué, ou comme vous le dites, sur les calculs des moins-values, des plus-values, etc. C'est là-dessus où ça se joue également. Il y a certes en fait une complexité. Si on prend un petit peu de recul, en effet, ça touche aujourd'hui des millions de Français. Ouais. Le sondage qui était en avant, donc ça veut dire des dizaines de millions d'Européens et donc des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais on voit une certaine harmonie des régimes fiscaux quant à la volonté de suivre toutes les transactions. C'est des régimes qui requièrent souvent beaucoup plus de travail et de s'équiper d'outils spécifiques pour pouvoir suivre son portefeuille, calculer ses plus-values et remplir les formulaires adéquats. Valentin Domé, je rappelle que vous êtes journaliste chez Cryptost. L'autre actualité également qui vous a marqué ces derniers jours, c'est cette levée de $200 000 récoltée par les utilisateurs du réseau social décentralisé Lens. Exactement, et ça fait partie des choses qui ont marqué cette année, puisque ça fait un nouvel usage qu'on attendait depuis très longtemps, permis par la blockchain, permis par Ethereum. Là, en l'occurrence, c'est aussi par Matic, dont Vincent parlait et dont on parle très souvent sur ce plateau, une autre blockchain, Matic Polygon. Et ce réseau social décentralisé permet en fait à tous les créateurs de contenu de vraiment bénéficier de la plus-value qu'ils ajoutent à ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur Twitter, effectivement, on peut avoir des centaines de milliers d'abonnés. Twitter ne propose pas de manière native de tips, donner des petits pourboires à des créateurs qu'on aime bien pour les remercier d'un contenu, ou collecter sous forme de NFT certains contenus pour les monétiser ou ce genre de choses. C'est là-dessus que se positionne Lens Protocol, qui est donc un réseau social décentralisé, notamment développé par les équipes de AAV, qui est là aussi un des leaders dans la finance décentralisée, une application qui permet de faire des emprunts et des dépôts de manière décentralisée sur Ethereum et un paquet de blockchain. Et ils ont donc développé Lens, qui aujourd'hui
aujourd'hui rassemble en bêta 45 515 profils. On peut voir ça sur la blockchain, on n'a pas besoin d'attendre dans la crypto les horaires officiels pour voir les bilans des entreprises. L'avantage, c'est qu'on peut le voir directement sur la blockchain et on peut voir que sur ces 45 000 profils, 171 000 $ effectivement ont été récoltés par ces utilisateurs. Moi, je suis assez fan de ce genre de choses parce qu'en plus de rajouter du contenu, on reprend la possession aussi sur tout ce qu'on crée, on reprend la possession sur ses followers, c'est-à-dire que tout est sous forme de NFT, tout est sous forme de token, donc de manière centralisée, on ne peut pas bannir un utilisateur pour X ou Y raison, on ne peut pas lui enlever de followers. A priori, il peut difficilement y avoir de bots sur ce genre de solution, puisque tout est géré par MetaMask, qui est ce fameux, entre autres, wallet qui permet de se connecter au Web3, parce que c'est bien de ça dont on parle, le Web3. Donc voilà, créer du contenu, reprendre la possession sur ce contenu, pouvoir le monétiser, et donc avec une version bêta et seulement 45 000 personnes qui ont accès à cette bêta, 171 000 $ qui ont été recueillis par les créateurs de contenu, c'est-à-dire toute personne qui a un compte sur Lens et qui peut donc le monétiser. Pierre, j'imagine que ça vous fait réagir également, cette actualité sur Lens. Ce qu'on voit en fait, c'est que tout à fait, il y a de plus en plus de plateformes et d'outils comme celui-ci qui se développent. C'est des outils qui ont absolument pas la culture, enfin une dimension locale ou une dimension nationale, donc qui, au niveau d'un point de vue purement réglementaire, ont une approche complètement internationale, mondiale par défaut. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que alors qu'en France et en Europe, on se concentre sur des réglementations qui sont assez locales, qui sont autour de notre espace géographique, autour de notre souveraineté, on voit aussi de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis qui essayent directement de saisir, d'interpeller le G7, le G20, pour essayer de mettre en place une certaine harmonisation sur la réglementation des crypto-monnaies et pour justement alerter sur un certain besoin d'avoir aussi une approche mondiale, standardisée sur ce suivi. Bon, il nous reste un peu plus de 5 minutes là pour continuer à parler de cet environnement crypto-monnaie. Quels sont les autres points que vous allez continuer à scruter, qui ont également retenu votre attention, Valentin ? Alors, sur les prochains mois, on a quand même une attention toute particulière sur le fameux merge, Vincent en touchait un mot, Ethereum 2.0, c'est-à-dire qu'Ethereum, qui est la deuxième monnaie la plus capitalisée du marché, va changer de manière de se sécuriser. Aujourd'hui, elle est similaire à celle du Bitcoin, c'est-à-dire le proof of work, des mineurs qui font tourner des machines, qui sécurisent les transactions. Et ça va changer le 19 septembre prochain pour davantage de sobriété énergétique, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler aujourd'hui, où en fait toute personne qui détient 32 Ethers pourra devenir validateur du réseau et non un mineur. Et donc il y aura plus de consommation énergétique élevée. On estime que ça va baisser de 95 à 99% la consommation énergétique du réseau Ethereum. Et dans un second temps, ça va lui permettre de devenir beaucoup plus scalable, donc de monter en puissance dans sa capacité à traiter des transactions et donc à avoir beaucoup plus d'usages. Aujourd'hui, Ethereum, c'est 12 transactions par seconde, pour rappel, donc c'est très faible. Si on veut révolutionner le monde, ça ne sera pas avec 12 transactions par seconde. Et justement, la première étape de ce gros changement, c'est la semaine du 19 septembre, avec ce passage à Ethereum 2.0, qui est beaucoup attendu. Donc ça, on va beaucoup le scruter, parce que ça sera le gros chantier de la rentrée. Et ça sera quoi les conséquences, j'imagine, pour les auditeurs, téléspectateurs ? Là, ils ont des Ethers, ils se disent, mais ça va changer quoi pour moi ? Est-ce que ça va avoir un impact sur le cours ? Est-ce que du coup, il y aura une dilution ? Enfin, ça ouvre la porte à plein de questions au final. Ça ouvre la porte à plein de questions et on a une partie des réponses. Déjà, le réseau va devenir déflationniste. Pour ceux qui en détiennent, ça peut être une bonne nouvelle. Pour ceux qui en détiennent au moins 32, ils peuvent devenir validateurs du réseau, c'est-à-dire déléguer ces 32 Ethers et être rémunérés entre 4 et 8% pour sécuriser le réseau. C'est cette incentive économique, justement parce que la manière de sécuriser le réseau change. Donc c'est déjà les deux premières choses très intéressantes. Et puis dans un troisième temps, c'est ce que je viens de vous dire, on va pouvoir monter en capacité de transaction, donc les cas d'usage vont se multiplier et l'importance d'avoir de l'Ether pour accéder à ces plateformes deviendra tout aussi important. Pierre Morisot. C'est clair que ça va être un événement clé pour l'écosystème. On espère que ça peut être d'ailleurs un élément qui relance les cours de crypto-monnaie, qui, on va dire, relance l'investissement. C'est clairement pour la blockchain Ethereum, deuxième blockchain, un des plus grands changements qu'on peut voir sur le réseau. Oui, c'est un tournant majeur quand même. C'est un tournant majeur et la semaine dernière, il y avait la fameuse conférence Ethereum qui est l'une des plus grosses au monde qui se tenait à Paris et le cofondateur
parce qu'on ne connaît pas le fondateur de Bitcoin, mais on connaît les cofondateurs d'Ethereum, Vitalik Buterin était à Paris et s'exprimait justement sur The Merge, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, donc ce passage en Proof of Stake, ce Ethereum 2.0, et il nous disait qu'à terme, ce merge n'était qu'une clé pour accéder à la puissance maximum de la blockchain et que dans les prochaines années, on passerait à 100 000 transactions par seconde sur Ethereum. Aujourd'hui, on est à 12 pour rappel. Donc, on peut voir effectivement la puissance. Je crois que Visa et les réseaux de paiement de ce style-là, c'est 10, 20, 30 000 transactions par seconde. Donc, c'est globalement bien plus important. Encore une fois, ça sera avec la force d'Ethereum, donc énormément de sécurité, décentralisé et transparent. Donc on peut s'attendre à voir des usages qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très coûteux, revenir sur Ethereum, revoir des usages de la finance décentralisée, revenir sur Ethereum, alors qu'ils étaient partis sur d'autres blockchains parce que celles-ci étaient trop coûteuses, parce qu'il y avait trop de transactions, il y a trop peu de transactions par seconde. Donc pour être assez rapidement pris par le réseau, il fallait payer cher. Et puis on va voir des usages qu'on ne pouvait pas imaginer sur Ethereum, dans le gaming, dans le métaverse ou dans la logistique, arriver sur Ethereum, là où il fallait le faire sur des organes centralisés, parce que là aussi ça coûtait trop cher. Donc c'est game changer en fait. Je pense que depuis l'arrivée d'Ethereum, il n'y a pas eu autant d'importance accordée à un événement dans la crypto. Il y a eu des blockchains qui se sont développées, qui sont pertinentes, qui resteront pertinentes après ce passage-là, mais très clairement, celles qui se voulaient, comme on dit, Ethereum killer, venir contrer Ethereum parce qu'il n'était pas assez scalable, il n'y avait pas assez de transactions par seconde, vont pouvoir gentiment retourner se coucher parce que cet événement devrait mettre tout le monde d'accord à partir de septembre et dans les prochaines années. Oui, donc ça va être un game changer, comme on dit. Ça va totalement changer les usages. Et puis, forcément, il y aura beaucoup plus de crypto sur le marché. Ça va apporter de l'offre. Ça va apporter de l'offre, mais encore une fois, c'est dans les blockchains. Parce qu'encore une fois, Bitcoin, parce que la fameuse question qu'on peut souvent avoir, est-ce que ça va détrôner Bitcoin? Les cas d'usage ne sont pas les mêmes. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui permet de très bien garder de la valeur, la conserver et l'échanger. Mais pour les monnaies, et les crypto-monnaies et les blockchains programmables, aujourd'hui il y en a des centaines, mais Ethereum devrait reprendre le lead sur ces blockchains programmables. Elle était déjà leader sur la sécurité, sur les cas d'usage, sur l'argent verrouillé sur cette dernière. On parle de plusieurs milliards, dizaines, centaines de milliards d'euros. Donc c'est pareil, ce genre d'événement, c'est pas 2-3 développeurs qui se mettent autour d'une table, qui appuient et qui regardent si ça se passe bien. Ça fait des années qu'on nous l'annonce, ça fait des années qu'on l'attend. A priori, cette fois-ci sera la bonne. Bon, encore une fois, je prends le pari que cette fois-ci, ça sera la bonne et qu'on sera bien le 19 septembre sur ce changement. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée. Et s'il y a une erreur dans le code, ça pourrait être des centaines de milliards d'euros qui disparaîtraient. Donc ça va peut-être apporter davantage de cas d'usage sur la blockchain Ethereum, mais peut-être des crypto-monnaies similaires qui voulaient surfer sur la vague pourront, comme je disais, effectivement voir que ça ne sera pas la peine de vouloir être sur ce secteur-là. Pierre Morisot, il nous reste un peu moins de 30 secondes si vous voulez compléter sur ce sujet ou sur un autre sujet qui vous a marqué. En tout cas, sur ce sujet, c'est évident que ça va être c'est quelque chose à suivre et qui est absolument passionnant à vivre pour notre écosystème. Un autre sujet qui nous a marqué, ou en tout cas les questions qu'on voit de plus en plus souvent ces derniers temps, c'était de se dire, OK, en ce moment, on réalise plutôt des moins-values. Qu'est-ce que je vais devoir faire l'année prochaine si j'ai réalisé une moins-value? Et en tout cas, comment est-ce qu'on fait quand on est un Français ou un contribuable français? Et donc aujourd'hui, une information, c'est que quand on a réalisé une moins-value, l'administration fiscale demande, cette moins-value doit être déclarée. Il n'y a pas d'impôt qui est dû, mais cette moins-value doit être déclarée, calculée et déclarée au sein de l'administration fiscale lors de sa déclaration d'impôt annuel. Donc, c'est pas le moment, mais c'est en tout cas voilà la réponse à une des questions souvent posées sur ce sujet. Merci pour cet éclairage en tout cas. Merci beaucoup Pierre Morisot. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de Waltio, donc plateforme qui permet notamment de calculer ses plus-values. Comment aujourd'hui on déclare tout ça à l'administration fiscale. Votre plateforme permet aujourd'hui d'éclairer les propriétaires de crypto-monnaies. Et merci également à Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, qui participe également régulièrement à cette émission BFM Crypto tous les jours de 16h30 à 17h, quasiment 17h sur BFM Business. Très courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour le club. On ne parlera pas de crypto-monnaie, on va revenir sur les marchés actions, sur également les perspectives, sur la Banque centrale américaine, les publications d'entreprises. Beaucoup de sujets seront abordés dans un peu plus d'une minute. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.